Mais dis donc, ça ne correspond pas à la miniature que l'on a vue. Non, ce n'est pas une erreur, c'est l'écran de la vidéo que j'ai enregistrée mardi et que je n'ai pas publié. Alors tout simplement parce que la qualité du son était mauvaise. Alors déjà que je n'ai pas forcément le meilleur son du YouTube Game, loin de là. Alors si en plus le son est encore plus mauvais que sur les autres vidéos, bon voilà. Donc du coup, je n'ai pas publié cette vidéo, je n'avais pas la possibilité de réenregistrer pour vous en refaire une autre. Il m'arrive souvent de réenregistrer des vidéos. Donc du coup, je ne vous l'ai pas publié. Alors maintenant, je vais juste vous résumer ce qui se passait. C'est que, comme d'habitude, lorsque je fais la récap, j'essaye de déterminer quelques tendances qui se dessinent. Et parfois, les tout premiers sondages du lundi et du mardi démentent plus ou moins les tendances de la vidéo de récap. Et il se trouvait que justement, dans les sondages de lundi et mardi, la situation n'était pas forcément si mauvaise que ça pour Valérie Pécresse. Cependant, finalement, j'ai presque bien fait de ne pas publier cette vidéo parce qu'il se trouve que les sondages qui ont été publiés de ce mercredi donnent un autre aperçu de la situation, comme vous avez pu le voir dans l'image de miniature. Et donc, je vais vous parler de cette vidéo et on va parler, voilà. Et là, maintenant, on est dans la bonne vidéo. Donc, bienvenue sur l'actu des sondages, c'est Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Et aujourd'hui, on va vous parler de pas moins de 5 instituts de sondage qui ont publié des sondages ce mercredi et mardi dernier. Donc, on a l'Institut ELAB, on a évidemment les Rolling, IFOP et OpinionWay, ainsi que les sondages Harris et le sondage ELAB, qui sont maintenant hebdomadaires. Donc voilà. Alors, sans plus attendre, je vais tout simplement vous montrer les caractéristiques des sondages. Alors, il faut savoir que lorsqu'on montre des sondages dans un média, on a quelques obligations légales, notamment de parler des marges d'erreur, du nombre de personnes interrogées et des dates sur lesquelles les personnes ont été interrogées. Donc c'est une obligation légale et je trouve ça plutôt intéressant parce que ça vous permet de savoir de quoi il en retourne, puisque parfois on va dire que les sondages sont prémonitoires, sont la vérité absolue et autres. Ce n'est pas du tout ma pensée, donc je pense qu'ils ont un certain niveau de fiabilité, mais il faut pas mal de précautions. Et donc la loi sert à ça pour le coup, et évidemment je vais respecter la loi, et c'est d'autant plus qu'elle oblige tout simplement à vous donner le maximum d'informations pour que vous puissiez vous faire une vraie idée des sondages que je vous présente. Allez, c'est parti, et on va voir déjà donc cluster 17. Donc une fois n'est pas coutume, je vais commencer par le cluster 17. Donc le client c'est Marianne, 2000 à 2500 personnes, donc là on pourra retenir 2000 personnes. Il me semble qu'ils ont changé leur niveau de marge d'erreur en disant qu'ils étaient plutôt à 2,5 points, mais ça va être dans les copies d'écran qui vont suivre là-dessus. Le sondage que je vous présente, les personnes ont été interrogées entre le 1er et le 5 février. Donc cluster 17, il y a souvent un décalage assez fort entre le moment où ils font leur enquête de terrain et le moment où ils font la publication correspondante. On rappelle que le cluster 17 a reçu quelques avertissements et dont la dernière date faisait l'état de biais dans l'échantillon interrogé. Donc de biais assez importants qui pouvaient nuire à la sincérité du sondage. Enfin, lorsque je dis sincérité, c'est plutôt nuire à la qualité du sondage. Alors cependant, je n'ai pas de raison de penser qu'ils ne sont pas sincères, mais effectivement, c'est un institut donc créé par des universitaires, donc ils débutent pour faire des sondages. Ils ont des théories de sociologie politique qu'ils veulent étudier. C'est très bien justement qu'ils les confrontent avec la réalité du terrain, parce que trop souvent, certaines personnes vont se contenter de rester enfermées dans des théories complètement théoriques, si je puis dire, sans forcément le confronter à la réalité. Et donc, je trouve plutôt une bonne chose que des universitaires confrontent leur théorie à la réalité, quelle que soit leur opinion de départ. C'est cette confrontation avec la réalité qui va permettre d'affiner les modèles et tout simplement de corriger d'éventuelles erreurs s'il y en a. Donc voilà pour Cluster 17, et maintenant on va justement voir le sondage de Cluster 17. Donc, hop, j'en avais d'autres pour vous, donc là on verra les autres chiffres après. Donc voici le sondage de Cluster 17 avec comment dirais-je, avec tout simplement les évolutions récentes. Donc comme l'Institut de sondage Cluster 17 a reçu quelques avertissements, les variations sont plus probablement des corrections de méthodologie plutôt que de réelles variations d'opinion constatées.
Donc je m'explique. Par exemple, le fait que Taubira était à 6% dans les précédents sondages était clairement au-dessus de la moyenne de tous les autres instituts de sondage qui voient Taubira plutôt entre 3 et 4,5%, voire 5% maximum. Et donc ce passage de 6% à 3%, donc division par 2 du score, aucun institut de sondage ne voit une telle baisse pour Christian Taubira. Par contre, ça colle très bien avec une correction méthodologique par rapport au travail qu'il faisait avant. On remarquera aussi que Roussel augmente, donc là, les deux sont possibles, puisque Fabien Roussel a effectivement monté dans les sondages, mais plutôt la semaine dernière, donc c'est peut-être ça qui est noté ici, ou ça peut être aussi la correction méthodologique. Donc voilà. Ce qui n'a pas trop bougé, ce sont les tendances un peu plus haut dans le classement. On voit que Le Pen et Zemmour sont à égalité à 4,5%, donc Cluster 17 est le seul institut à avoir une telle égalité. Valérie Pécresse est assez loin derrière, à 13,5%. Le titre de ma vidéo n'est pas du tout lié au sondage de Cluster 17. S'il était le seul à donner Éric Zemmour derrière Pécresse, je n'aurais pas mis un tel titre. Ce titre correspond à une tendance générale, et on va le voir par la suite. On remarquera aussi Emmanuel Macron avec 3%, mais là encore, la variation n'est pas très significative. Donc c'est parti, maintenant on va voir OpinionWay. Donc avant de voir OpinionWay, on va afficher les données du sondage. Donc OpinionWay, c'est environ 1500 personnes, c'est plus souvent 1600 d'ailleurs que 1500 personnes, donc ils sont un peu plus prudents. Marge d'erreur premier tour 1,5 à 2,5 points, marge d'erreur au second tour 2,8 points, parfois 3 points. Donc c'est 500 personnes interrogées chaque jour. Donc le sondage d'aujourd'hui que je vous montre là, c'est lundi, mardi et mercredi, donc 500 personnes par jour. Et nous allons voir les chiffres correspondants tout de suite. Hop, je me suis trompé de clic. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc ici on note quelques variations. Donc pour la première fois, OpinionWay place Emmanuel Macron à 23%, donc comme Cluster 17 pour le coup. On remarquera, alors ce sont des variations de 1 point, ce qui normalement n'est pas significatif, mais ça s'inscrit dans un certain historique, et ici on voit que Valérie Pécresse est juste un petit point derrière Éric Zemmour qui reprend un point de plus. Donc Marine Le Pen est toujours à 17%. Alors peut-être que ce sont des variations passagères, qu'on aura le même phénomène qu'on a pu avoir par exemple ici, donc on était aux alentours du 25 janvier, ou peut-être c'est qu'il y a une tendance de fond, donc on voit que Éric Zemmour est plutôt en augmentation depuis la mi-janvier, alors que Valérie Pécresse est plutôt stagnante. Et donc ça, on va voir si les autres instituts confirment, parce que si ça se trouve, il n'y a qu'OpinionWay qui voit ce qu'on voit ici, ou si au contraire, cette tendance se retrouve ailleurs. On notera ici que Fabien Roussel, Yannick Jadot et Christian Taubira sont tous les trois à 4%, devant Anne Hidalgo qui est toujours à 3%. Donc voilà, maintenant on va passer aux chiffres de l'IFOP. Hop. Alors, mon setup n'est pas parfait. Donc voilà, donc maintenant on va passer IFOP fiduciaire. Donc là on a des commanditaires, environ 1500 personnes, il me semble que c'est vraiment 1500 personnes. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points. 3,1 points c'est plutôt pour les seconds tours. Donc voilà, ils ont parfois une petite journée d'écart par rapport à OpinionWay, donc grosso modo, les 500 personnes plus anciennes ont été interrogées vendredi dernier, alors que les autres ont été interrogées lundi et mardi. Donc c'est parti, nous allons voir ce que donne le sondage en chiffres. Donc ici, on voit aussi les évolutions à l'écran. On remarquera que, contrairement à OpinionWay, il donne une petite augmentation à Emmanuel Macron qui se retrouve à 25,5%. Donc c'est là qu'on voit ce que donne la marge d'erreur, et on visualise la marge d'erreur en voyant que d'un sondage à l'autre, on peut avoir des petites variations qui sont en sens inverse, mais qui se retrouvent finalement compatibles par rapport à la marge d'erreur. Pour Emmanuel Macron, c'est tout à fait ce qui semble se passer en début de semaine. Vous allez voir qu'on va avoir aussi ce même genre de choses dans les deux autres sondages que l'on va voir aujourd'hui. Ce qui est très intéressant, c'est ici donc les prétendants second tour. Donc Marine Le Pen qui est à 17,5, alors que Valérie Pécresse est à 15. Donc comme on peut voir, lundi et mardi, la situation semblait aller un peu mieux pour Valérie Pécresse, qui se rapprochait de Marine Le Pen, avec mine de rien Zemmour qui était en embuscade mais tout juste derrière. Ici, Valérie Pécresse sauve d'une égalité avec Éric Zemmour d'un tout petit demi-point,
Alors nous sommes sur un rolling, nous sommes sur 1500 personnes, donc là on est pratiquement égalité si on prend en compte la marge d'erreur, puisqu'on est vraiment très près. Et surtout Marine Le Pen qui distance Valérie Pécresse de 2,5 points et évidemment de 3 points Éric Zemmour. Donc ça c'est un point très intéressant, donc là on voit que ce rapprochement n'est pas que lié au Opinionway, il est aussi observé par l'IFOP. On remarquera que Jean-Luc Mélenchon est toujours autour de 10 points, de 10%. Yannick Jadot reste en tête du centre-gauche à 4,5%, avec Christiane Taubira qui est maintenant à 3,5%, donc pas d'effet primaire ici. Et surtout un Fabien Roussel, donc il affiche maintenant ce graphique, qui est lui aussi à 3,5%. Donc ça c'est un point assez important. Fabien Roussel a pris pas mal de points. Il est passé maintenant devant Anne Hidalgo qui est à 2,5%. Donc c'est quand même un écart assez important à ce niveau-là du classement. Et donc on va voir ce qu'il en sera les semaines prochaines. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise parce que jusqu'ici on pensait que la bataille de la gauche hors Jean-Luc Mélenchon se jouait entre Yannick Jadot et Christiane Taubira. Et si ça se trouve, c'est Fabien Roussel qui va passer devant. Donc voilà pour l'IFOP. Maintenant, on va revenir et on va voir maintenant les chiffres de Harris. Donc on va parler au sondage de Harris Interactive. Alors, Harris Interactive, c'est un sondage pour Challenge. Je verrai les dates sur le document du sondage, mais il me semble bien que c'est ce début de semaine, voire éventuellement ce week-end. Marge d'erreur 1,4 à 2,5 points, environ 2000 personnes interrogées. Donc c'est parti, nous allons voir ce sondage Harris Interactive. Voilà, donc ce sondage, donc là on remarquera que cette fois-ci, donc on avait Emmanuel Macron à 23, Emmanuel Macron à 25 et demi, maintenant on a Emmanuel Macron à 24. Donc là c'est tout à fait normal, on est vraiment dans le jeu de la marge d'erreur, surtout aux alentours de 20%. 1 point ou 1 point demi dessus, 1 point demi en dessous, c'est vraiment le cœur de la marge d'erreur, c'est même pas la limite de la marge d'erreur. On remarque ici, donc forcément pour les prétendants du second tour, Marine Le Pen qui est à 17%, Valérie Pécresse qui est à 15% qui stagne, donc à 2 points derrière Marine Le Pen, donc c'est quand même assez important, puisque là on est vraiment limite de la marge d'erreur cette fois-ci. Et Éric Zemmour qui par une petite augmentation de 0,5 points est à 0,5 points de Valérie Pécresse, donc vraiment au coude à coude. Donc c'est le troisième institut de sondage qui donne donc un écart entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour qui se réduit, 2 où c'est 0,5 points, donc tout petit écart, et 1 où c'est 1 point d'écart, donc pas lourd non plus. Donc ça c'est très important. Jean-Luc Mélenchon qui oscille entre 10 et 11%, on va dire comme d'habitude chez Harris Interactive. Jean-Luc Mélenchon est très solidement attaché aux 10%. Je pense qu'il aimerait bien pouvoir se détacher vers le haut bien sûr de cette barre. Mais effectivement, il y a comme qui dirait une sorte de nouveau plafond de verre pour Jean-Luc Mélenchon. À voir ce que va dire la suite de la campagne. Dans la campagne électorale précédente, Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui pouvait rester stagnant très longtemps et tout d'un coup, par le biais d'un réflexe de vote utile, prendre 5-6 points, c'était ce qui s'était passé en 2017. Donc attention à Jean-Luc Mélenchon, ce qui veut dire que 5-6 points, ça veut dire qu'il peut tout à fait se retrouver au second tour, si on regarde les différents sondages. Donc c'est assez surprenant qu'on voit ça, mais ce n'est pas impossible, au vu de ce qu'il a déjà fait dans les précédentes campagnes électorales. Ici, Yannick Jadot est toujours en tête du centre-gauche, suivi de, que je dise pas de bêtises, Christiane Taubira, donc à 5%, je crois que c'était son meilleur score dans les sondages de cette semaine. Et on notera aussi une petite augmentation de Fabien Roussel à 3%, avec cette fois-ci Anne Hidalgo qui est au même niveau. Donc voilà pour Harris Interactive, et maintenant on va terminer par le sondage Elab, donc Elab qui dorénavant publie un sondage hebdomadaire, et d'ailleurs je pense que je vais intégrer Elab dans le périmètre des sondages réguliers de la récap. Donc c'est parti avec Elab. Alors déjà, on affiche les données. Elab, donc c'est BFM TV, l'Express SFR, 1300-1600 personnes, donc autour de 1500 mais un petit peu moins souvent. 2,5 points de marge d'erreur. Les personnes ont été interrogées récemment entre le 5 et le 7 février, donc ça correspond tout simplement à ce week-end. Donc c'est parti, on va voir ce que donnent les chiffres des labs.
Donc voilà, donc comme on peut voir, ça fait seulement cette troisième semaine, on est vraiment en hebdomadaire. Eux, ils placent Emmanuel Macron à 26%, donc entre 23 et 26%. À ce niveau-là, on est dans la marge d'erreur, dans le sens où si Emmanuel Macron est à 24,5%, ça correspond complètement à la marge d'erreur. Et j'aurais tendance à dire qu'au gré de ces sondages, que Emmanuel Macron est en réalité à 24,5%. On voit ici une quasi-égalité entre Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Et une petite remontée d'Éric Zemmour qui le place à 2 points. Donc là, c'est un sondage, c'est le seul sondage qu'on a vu qui place Éric Zemmour nettement derrière Valérie Pécresse de 2 points, mais c'est tout de même un resserrement et on est quand même vers l'extérieur de la marge d'erreur, mais on n'est pas tout à fait dans la aux limites non plus. Donc on est quand même dans la marge d'erreur et ça veut dire que c'est quand même un rapprochement qui commence à être significatif semaine après semaine. On rappelle qu'il y a 2 semaines, il y avait 4 points d'écart et que cet écart a été réduit tout simplement de moitié, et même un peu plus, si on prend en compte Valérie Pécresse qui était donné à 17%, c'était donc 5 points et demi, que je dise pas de bêtises, oui, c'était 5 points et demi, et de 5 points et demi il y a 2 semaines, on est passé à 2 points d'écart, donc c'est une réduction qui est très importante de l'écart. Il y a encore clairement des trajectoires qui pourraient se croiser la semaine prochaine ou la semaine suivante. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc là pour le moment on a fait les premiers tours, donc on va faire les seconds tours. Si jamais vous n'êtes pas intéressé par le second tour, vous pouvez tout simplement arrêter la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications, ça aide beaucoup la chaîne puisque les algorithmes de YouTube est fluctuant et a parfois tendance à donner des vidéos qui sont un peu plus anciennes. Bon, je suis très heureux parce que ça met en valeur ma chaîne, mais par contre, pour être bien sûr d'avoir la dernière vidéo qui compile les sondages, qui récapitule les sondages, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et vous serez sûr d'avoir vraiment la dernière vidéo qui vous dit l'ensemble des sondages à la bonne date, et non pas vieux de 2 ou 3 semaines. Donc c'est parti, on va maintenant passer au second tour. Donc il suffit de scroller un peu. Donc ici, chez OpinionWay, on a un petit resserrement entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, désolé. 55-45%. C'est assez rare que ça se passe 2 jours de suite chez OpinionWay, c'était pas le cas là-dessus. Donc on a un resserrement qui est quand même assez progressif et qui s'installe dans des durée, puisqu'au début, on était plutôt dans des eaux de 57-58% pour Emmanuel Macron, et maintenant 55-45%, c'est quand même un léger resserrement. On va voir ce qui se passe pour l'autre duel qui était le plus étudié. Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse, 53-47%, donc c'est une situation à mi-chemin. Les marges d'erreur ne s'entrecoupent pas encore, ce niveau-là, mais l'écart n'est pas suffisamment énorme pour se dire que une victoire d'Emmanuel Macron est certaine dans cette hypothèse-là. Il reste encore 2 mois avant la présidentielle, donc les jeux sont pas ouverts selon OpinionWay pour cette hypothèse-là. On verra que cela peut varier d'un institut de sondage à l'autre. Dans l'hypothèse Emmanuel Macron contre Éric Zemmour, alors effectivement on a un resserrement des courbes qui se fait, qui est très progressif. Même en continuant jusqu'au second tour sur le même rythme, ça donnerait un Emmanuel Macron encore devant le soir du second tour si jamais il devait affronter Éric Zemmour. Mais voilà, donc on a encore cet écart-là qui reste très important, même s'il est en réduction, et une réduction assez stable 2 jours de suite cette fois-ci. Donc on va voir ce qui se passe au niveau de l'IFOP, donc l'autre rolling. Alors pour information, je ne parle pas de Cluster 17 pour le second tour, car Cluster 17 ne teste pas les seconds tours. Donc ici, on a un resserrement donc, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen dans cette hypothèse-là pour le sondage IFOP, donc 54-46, c'est 8 points d'écart. Ça peut donner un petit espoir au camp de Marine Le Pen de victoire, même si l'écart reste important. Mais voilà, donc c'est une réduction de l'écart. Jusqu'ici, c'était pas toujours durable, puisqu'on voit que ça oscille pas mal, c'était déjà le cas à la mi-janvier. Oh, désolé, là j'ai bien un petit truc dans la gorge qui fait que j'ai du mal à être aussi fluide que je vous voudrais. Donc voilà, donc maintenant on va passer tout simplement à Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse pour l'IFOP, donc 54,5, 45,5. On notera que selon l'IFOP, Valérie Pécresse ne fait pas mieux que Marine Le Pen au second tour et elle ferait même moins bien. De 0,5 points, c'est pas énorme. On remarque là aussi il y a quelques oscillations, on est quand même plutôt sur
quelque chose qui... Bon, on est dans la bonne moyenne longue pour le second tour selon l'IFOP. Et là, effectivement, l'écart de 9 points qui est donné ici est quand même plus important que celui donné par OpinionWay qui donnait tout simplement un écart de 6 points. 9 points, c'est quand même plus difficilement rattrapable en 2 mois que 6 points, surtout dans une élection où les positions restent dans l'ensemble assez figées, comme on a pu le voir jusqu'ici. L'IFOP ne teste pas l'hypothèse avec Zemmour au second tour. Peut-être que vu les évolutions qu'il donne, ça pourrait être intéressant. Enfin, si les évolutions restent comme ça, peut-être qu'on verra apparaître l'hypothèse d'Éric Zemmour au second tour chez IFOP. Maintenant, on va parler de Harris. Donc, Harris teste des seconds tours. Donc, chez Harris Interactive, on a les 3 seconds tours. Donc, ça reste très stable par rapport à la semaine dernière. 50-54, 55-45 pour Valérie Pécresse. Donc, quand même un écart très important. Et encore plus important dans l'hypothèse d'Éric Zemmour. Donc là, on a plutôt un écartement des courbes. Donc ici, donc voilà. Emmanuel Macron, Marine Le Pen ici. On voit qu'ils ne sont pas d'accord visiblement avec OpinionWay. Ça peut être une évolution des échantillons et de la manière de faire des échantillons à ce niveau-là. On a la même chose avec Valérie Pécresse. Donc là, par contre, la situation pour Valérie Pécresse n'est pas très bonne pour avoir un sondage de ce style-là. Et là, au niveau d'Éric Zemmour, donc on a ceci. Donc là encore, on a une situation rigoureusement inversée par rapport à OpinionWay. OpinionWay qui affiche plutôt un resserrement des courbes, même s'il est léger. Ici, on a plutôt un écartement des courbes. On va voir maintenant ce que ça donne chez Lab. Et Lab teste aussi des seconds tours. Donc ici, on voit Emmanuel Macron, Marine Le Pen, donc avec les courbes. Donc là, comme chez OpinionWay, on voit un petit resserrement progressif des courbes entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, même si c'est vraiment très léger et que l'écart reste quand même très important, puisque là, ça fait 12 points d'écart. On va voir maintenant avec Valérie Pécresse. Avec Valérie Pécresse, 54-46%. L'écart se réduit parce que c'était vraiment un écart catastrophique la semaine dernière. L'écart se réduit, mais il reste quand même assez important. Alors, 1,5 points en une semaine, c'est quand même assez important en variation d'écart, même si ça peut arriver. On peut voir aussi une petite fluctuation au niveau de l'échantillon. Mais effectivement, donc 8 points d'écart, c'est moyennement important, on va dire. Et enfin, donc là, ici, on voit ici, donc surtout que Lab, comme on peut voir, Lab était plutôt l'institut qui donnait les scores les plus resserrés entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse jusqu'ici. Et on va voir donc Emmanuel Macron contre Éric Zemmour, donc écart très important, 64-36%. Et ici, on voit les courbes, donc là, c'est plutôt constant. Donc on voit justement que d'un institut à l'autre, modulo les marges d'erreur, on peut avoir certains instituts qui donnent des réductions d'écart pour le second tour, d'autres qui donnent plutôt des agrandissements de l'écart. Donc on peut voir que vraiment d'un institut à l'autre, ils ne sont pas tout à fait d'accord sur l'historique à long terme, sur entre guillemets quel narratif en tirer. Ils sont par contre tous à peu près d'accord sur le fait qu'Emmanuel Macron reste devant ses compétiteurs en cas de second tour. C'est simplement sur les tendances de réduction ou d'agrandissement des écarts que ça diverge plus ou moins. Donc voilà. Donc là, je pense que c'était une longue vidéo. Je vais retourner justement sur mon outil. 23 minutes, oui, c'est presque un record pour la chaîne. Il va falloir que j'arrête parce que sinon, je vais vraiment vous saouler. Je ne sais pas si je vous saoule. J'espère que non. Donc voilà. Donc comme on peut voir, donc en conclusion, Éric Zemmour se rapproche vraiment de Valérie Pécresse. On avait vu donc Stats Cluster 17 qui est devant, mais ça c'était quelque chose, c'était déjà le cas auparavant. On a un seul sondage qui donne un écart de 2 points entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Tous les autres instituts de sondage donnent des écarts de 0,5 à 1 point entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Certes, Valérie Pécresse est encore devant, mais Éric Zemmour est en augmentation. La petite remarque que je pourrais faire, c'est que je vous avais dit il y a 2 semaines qu'il y avait une dynamique de campagne qui était plutôt favorable à Éric Zemmour, mais qui ne se traduisait pas dans les sondages à ce moment-là. La dynamique sondagère était plutôt favorable à ce moment-là à Marine Le Pen pour l'accès au second tour de la présidentielle. L'impression que j'ai, c'est que finalement la dynamique de campagne se transforme en dynamique de sondage avec un écart d'une semaine, 10 jours. Alors,
c'est pas forcément étonnant parce que les positions sont quand même assez arrêtées. Peut-être que les électeurs prennent le temps de la réflexion avant de changer leur position. On voit qu'ils changent assez faiblement de position. On a vu des campagnes électorales où les positions changeaient beaucoup plus rapidement que ça. C'est peut-être le cas. On voit aussi pour Fabien Roussel, même chose, il avait lancé des petites phrases sur la viande, notamment pour tous les Français, qui avaient fait beaucoup parler, donc la viande, le vin ou les nourritures en général, qui avaient été interprétées de manière très diverse. Donc à la France Insoumise, on parlait d'une phrase raciste, entre guillemets, bon, de manière assez surprenante, mais ça fait partie des évolutions sociologiques des partis politiques. Et d'autres qui disaient que finalement, peut-être qu'ils parlaient à nouveau le langage des classes populaires. Et là, on voit que sur le moment, il n'y a pas eu vraiment de variation. Il est resté à 2% durant une semaine, 10 jours. Et là, maintenant, il augmente depuis une semaine. Il augmente réellement. Il passait de 2% à 3 à 4% selon les instituts de sondage. Alors évidemment, on est dans une bataille de fin de classement, si on peut le dire, donc comme on dirait en Formule 1. Mais ça peut lui donner un ascendant sur le Parti Socialiste, sur les Verts, sur Christian Taubira, surtout s'il faut négocier des candidatures uniques pour les législatives. C'est ça aussi qui se joue. Et donc peut-être que Fabien Roussel est en train de faire un petit hold-up sur une partie de la gauche. Donc voilà là-dessus, donc du coup cet écart temporel, donc déjà que les sondages eux-mêmes ont un écart parce que entre le temps où ils t'interrogent et le temps où ils publient, il y a parfois un écart. OpinionWay arrive à être très rapide, c'est pas le cas des autres instituts, mais en plus il y a un écart à prendre en compte sur le temps de digestion de l'information par les Français. Ils ne changent pas d'avis du tac au tac directement sur l'événement. Ils vont prendre le temps de la réflexion avant d'éventuellement de changer d'avis. Voilà pour cette fin de vidéo, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à ciao bye bye, à la prochaine, au revoir.